Bonsoir Sylvain. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Je suis vraiment content de te retrouver. On s'est croisés au rassemblement de dimanche dernier. Manif, Comment tu as trouvé l'événement? Il faisait beau déjà. Le printemps, ça commence à me faire du bien parce que je déteste l'hiver pour mourir. Et je te dirais qu'avec l'âge, ça ne s'améliore pas. mais il y avait pas mal de monde. J'étais vraiment content et j'ai probablement l'immunité à vie. Parce que j'ai embrassé du monde du début à la fin. J'ai parlé avec beaucoup de monde. C'est vraiment le fun. Parce que, tu sais, souvent, tu fais des lives, tu jases avec le monde, tout ça, mais tu ne rencontres pas. Ouais. Et les manifestations, là, tu sais, on se demandait justement c'est quoi l'avantage. Bien, une des affaires qui est le fun, c'est rencontrer le monde, pouvoir leur parler, puis tout ça. Absolument. Puis tu es un collaborateur aussi dans l'émission de Dan Pilon le matin. Oui. Écoute, moi, je veux dire, mes parents vous écoutent. Ma mère, elle vous disait... Dieu aime ça! mais c'est ça que tu me disais quand on s'est croisés dimanche. Tu disais que quand les gens d'une génération plus âgée que nous écoutent et sont capables d'apprécier le contenu de ce qu'on diffuse, c'est vraiment valorisant. C'est très touchant parce que, tu sais, c'est du monde qui ont l'âge de tes parents, là, dans le fond. Puis quand tu apprends des choses à quelqu'un qui a l'âge de tes parents, écoute, moi, là, ça me touche, là, c'est incroyable. Là. Oui, puis en plus, c'est aussi, ces gens-là, il n'est pas trop tard pour se réveiller. Là, tu sais. Exactement, exactement. Sylvain, on parle ce soir de la guerre en Ukraine, avec ce que les médias nous diffusent, l'invasion russe dans le pays de l'Ukraine. Ça fait maintenant plus de 70 jours que cette guerre est en vigueur, est en cours. Pourrais-tu juste nous rappeler quels étaient les motifs de cette guerre en Ukraine? Je peux dire ce qui l'a déclenché. Oui. OK. En fait, ce qui l'a déclenché, c'est que, dans le fond, c'est complètement l'Occident qui a dicté le début de la guerre parce qu'ils ont provoqué Poutine de trois façons. Dans le fond, c'est qu'ils ont dit que l'Ukraine était pour se joindre à l'OTAN incessamment. Ensuite, ils ont dit, l'Ukraine elle-même, Zelensky, le président, a dit qu'il pensait accueillir des missiles nucléaires de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine. Et ça a été fait au mois de février. Et en plus, il y avait eu vent parce que la moitié de l'armée ukrainienne était réunie dans le nord du Donbass là, et s'apprêtait à faire une invasion massive dans toute la région là, du Donbass, qui est une région pro-russe, mais qui est en Ukraine. Donc, tout ça convergeait et dans le fond, on a forcé Poutine à agir. Pourquoi? Parce que la pandémie était terminée. Donc, ça prenait quelque chose d'autre pour pouvoir alimenter. Il fallait, parce que la pandémie est en train de mourir, il y a trop de vérité qui est en train d'éclater et il fallait changer l'orientation. Mais si tu veux, là, je rappelle juste vite, là, pourquoi on s'en est rendu là. Tu veux-tu? Oui, parce que je voulais savoir, c'était ma prochaine question, ou à peu près, où est-ce qu'on est rendu avec le conflit aujourd'hui. OK. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Poutine est dans une lutte à mort. Avec ce qu'on appelle le New World Order. D'ailleurs, c'est plus une théorie du complot. Les présidents et les premiers ministres en parlent maintenant. Oui, voilà. Et donc, il est dans une lutte à mort depuis 2011, que ça a commencé, depuis les printemps arabes, quand on a assassiné Kadhafi. Poutine est un peu à la politique ce que les joueurs d'échecs russes sont aux échecs, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intelligent que le reste. OK? Dans le fond, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour combattre ceux qui veulent devenir un gouvernement unique, mondial, totalitaire, avec une espèce de communiste austère sur la planète. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Et donc, il a été wise parce qu'il a attaqué sur deux fronts, dans le fond. Là. Tout de suite, il s'est mis, premièrement, il a développé une armée quasiment invincible. Okay? Au niveau technologique. Okay? Il n'y a pas la plus grosse armée du monde, mais au niveau technologique, au niveau des missiles offensifs, au niveau des systèmes défensifs, au niveau des systèmes de brouillage et au niveau des armes nucléaires, ils sont intouchables. Mais c'est majeur ce que tu dis là, Sylvain, parce que quand je regarde, tous les pays de l'OTAN approvisionnent... Vraiment? 2 du PIB qui va à l'OTAN, là. Oui, mais tu vois, le Canada a envoyé des chars d'assaut, a envoyé des missiles. Les États-Unis envoient des missiles Javelin.
Ouais. Tout l'armement est focalisé pour approvisionner l'Ukraine. Oui. Et malgré ça, la Russie est supérieure, selon toi? Ah, et de loin. En fait, c'est comme si... aujourd'hui, là, avec l'équipement que les Russes ont, dans le fond, c'est comme si on envoyait des tire-poids en Ukraine. C'est que c'est beaucoup de matériel qui peut faire beaucoup de dommages, mais qui n'est pas du tout équivalent au matériel russe maintenant. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, la plupart du stock n'entre jamais ou fait à peine rentrer à l'intérieur des frontières de l'Ukraine et tout de suite, c'est abattu par des missiles hypersoniques. Ouais. Donc, et là, en ce moment, la Russie, ces jours-ci, sont en train de tout détruire, toute l'infrastructure ferroviaire. Ouais. Et c'est des trains électriques. Donc, ils ont déjà abattu presque toutes les centrales électriques. Wow. Donc, les trains sont pratiquement morts partout. Et ça veut dire qu'on ne peut pas amener facilement l'équipement. Et comme ils dominent les airs, là, le ciel irakien, bien, il n'y a comme pas grand-chose à faire. Mais donc, ça, là, c'est une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a bâti une armée qui terrorise l'OTAN. Okay? L'OTAN a peur de la Russie et c'est pour ça que l'OTAN n'affronte pas la Russie, mais envoie du monde affronter la Russie. C'est l'Ukraine. OK? Et on va voir c'est qui le prochain. On va en envoyer un autre après. Ouais. Pologne, Roumanie, ils vont en envoyer un autre après. Parce que ce qu'ils veulent faire, dans le fond, c'est une guerre d'attrition, c'est qu'ils veulent épuiser l'armée russe, l'équipement russe, pour peut-être éventuellement se risquer, parce que l'OTAN ne veut pas en ce moment d'une guerre totale. À part l'armement, ce qu'il a fait, Poutine, il a été wise, c'est que toute l'économie mondiale, là, ça marche au pétrole. OK? Le pétrole, c'est le sang de l'économie mondiale et c'est un sang qui est irremplaçable. OK? Il n'y a pas d'électricité qui peut faire marcher les cargos de marchandises, les armées, les avions de transport. Le pétrole, c'est l'or noir. Oui, en fait, le pétrole vaut plus que de l'or. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrangé pour contrôler le marché mondial des énergies. OK? Et à ce moment-là, toutes nos banques internationales qui dominent les pays occidentaux, OK, sont devenus clients de l'énergie mondiale. Et c'est comme ça que Poutine réussit à la fois militairement être capable de s'imposer à travers l'Ukraine, mais aussi économiquement à travers le monde. Il est en train, il les tient par certaines parties. Est-ce que ça serait... C'est pas nécessairement juste de dire que c'est une guerre Russie-Ukraine. C'est beaucoup plus une guerre Russie-l'OTAN ou est-ce qu'on s'en va vers une guerre mondiale? Parce que déjà, là, la Moldavie, ça commence à bouger beaucoup là-bas. Oui. L'OTAN a envoyé d'autres personnes. C'est le prochain front, d'ailleurs. C'est le prochain front, d'ailleurs. C'est que, en fait, l'Ukraine est en train de perdre. OK? D'ailleurs, si on regarde, il n'y a presque pas de mouvement de troupes depuis un mois, là. Les troupes, c'est presque toutes les mêmes places qui sont contrôlées, tout ça. On gruge des kilomètres par jour. Pourquoi? Parce que l'armée russe, ce qu'elle fait, autrement dit, c'est qu'elle détruit à distance avec des missiles, elle détruit toutes les cibles militaires, les centres de commandement, les pièces d'artillerie, les avions ont été tous abattus à distance pour éviter d'avoir des pertes, mais aussi éviter de faire des pertes civiles. OK? Et même éviter de faire des pertes à l'armée ukrainienne. Parce qu'il y a beaucoup pour les Russes, ils les considèrent comme leurs frères. Ils savent qu'ils sont brainwashés complètement, mais ils les considèrent encore comme leurs frères. Ils étaient ensemble dans l'URSS et l'Ukraine était une partie de la Russie depuis longtemps. Donc... il n'y a pas de problème. Il est mort? Tu m'entendais-tu? Oui, mais on a perdu des petits bouts. Là. OK. C'est pas grave. Pas grave, je radote. Mais donc, que je suis en train de dire. Ah oui, non, c'est ça. Mais donc, l'armée russe, elle ne bouge pas, ou à peu près, parce que, dans le fond, on est en train d'étouffer l'armée ukrainienne. Puis, il y a des grands pans de l'armée qui se rendent en ce moment. Il y a peu de combats, peu de pertes en ce moment. Depuis une couple de semaines, il y a presque plus de pertes du côté russe parce qu'ils ne font pas des combats de rue à plein front, des attaques sauvages. Ils restent campés dans leur position, puis dans le fond, ils les assèchent d'eau, d'approvisionnement, de munitions, tout ça, et ils attendent qu'ils se rendent. Okay? C'est pour ça que c'est long. Mais comment une autre question que j'ai, c'est comment expliquer que depuis 2014, le Canada, qui est un pays de l'OTAN, a fourni à l'Ukraine plus de 890 millions de dollars en aide et en matériel militaire non létal? C'est incroyable, hein? En 2014? Oui, ça, c'est nos impôts à nous deux, plus de toute notre vie, plus
tous les gens qu'on connaît, tous leurs impôts, tout ça, sont partis en Ukraine dans des choses qui vont sauter dès qu'ils vont passer la frontière. C'est le fun, hein? Mais moi, ce qui me fascine, c'est que déjà l'enjeu, c'était que l'Ukraine ne devienne pas un pays de l'OTAN. Oui. Oui. Mais les États-Unis, le Canada, qui sont des pays de l'OTAN, se sont impliqués dans la formation de leurs militaires, se sont impliqués dans l'approvisionnement en armement. Moi, ça me fascine quand je regarde ça. Bien, en fait, il est là le danger. C'est que l'OTAN ne veut pas affronter la Russie là, directement, là, en tout cas pas tout de suite. Okay? Ça se peut que ça en vienne là en dernier recours parce que le problème est que économiquement, la Russie est en train de démolir tout le beau monde, système économique mondial que nos dirigeants à nous, là, en Occident, s'étaient construits. Il est en train de démolir ça et c'est devenu tellement grave que, disons que nos banquiers centraux manquent d'options, disons là comme ça. Et ça se peut que ça aille en Troisième Guerre mondiale. L'autre chose, c'est que c'est nos pays, là, justement, qui donnent des milliards en armement, en argent et tout ça, évidemment, sont en train de se faire des ennemis pour de bon. Parce que Poutine, ça fait plusieurs fois qu'il fait des avertissements maintenant, comme quoi ceux qui fournissent des armes vont devenir des cibles potentielles. Et là, il faut comprendre aussi, c'est que Poutine, lui, là, il sait qu'il y a une fenêtre en ce moment. Tu sais, je t'ai parlé des armements tantôt. Il sait qu'en ce moment, il y a un avantage marqué, puis il sait que l'OTAN a peur de la Russie aussi, parce que sinon, l'OTAN serait déjà impliqué là. Okay? Donc, sachant ça... Est-ce que l'OTAN a peur de la Russie? Oui. Ou l'OTAN a peur de la Chine qui est en arrière de la Russie? Ils ont peur qu'en plus les deux, parce qu'il y a une alliance indéfectible entre les deux. Donc, c'est certain qu'ils ne veulent pas les affronter. Pas les deux, mais même pas la Russie toute seule non plus. La Chine toute seule, ça serait peut-être quelque chose. Mais bon. Et donc, c'est ça. Et le danger est là maintenant, c'est que les pays de l'OTAN vont devenir des cibles. Et moi, je commence à avoir l'impression que Poutine en a marre, pour vrai, de ce qui se passe depuis des années, de la menace. Quand je disais qu'il y avait les meilleurs systèmes défensifs, la Russie, bien, si l'OTAN avait réussi à amener des missiles nucléaires à l'intérieur de l'Ukraine, ces systèmes défensifs-là, qui vont tout arrêter ce qui part de l'Europe, arrêteraient peut-être pas si c'est à 5 minutes de Moscou. Et était là le danger. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des missiles nucléaires à 5-10 minutes de Moscou puis de Saint-Pétersbourg. Donc, et j'ai comme l'impression que Poutine, ça se peut que ce soit lui qui poursuive après l'Ukraine. Moi, je commence à avoir l'impression qu'il va se dire, bon, ben là, j'ai l'avantage en ce moment militairement, c'est peut-être le temps de faire ce que j'ai fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et d'aller rechercher l'Europe, d'aller carrément sortir l'OTAN de tous ces pays-là qui menacent, au moins jusque où était la ligne du bloc de l'Est là, pendant le rideau de fer. Là, si ça ne se règle pas, on s'en va vraiment vers une Troisième Guerre mondiale. Bien, il y a des possibilités. Et la possibilité grandit, je te dirais, juste parce que, au fond, nos banquiers centraux ont perdu la partie au niveau économique. OK? Ils ont perdu la partie. Et en ce moment, ils devraient déjà être en train de se négocier une place dans le prochain système. Mais ils refusent de faire ça jusqu'à maintenant. Et s'ils refusent jusqu'à la fin, bien oui, ça se pourrait qu'on se retrouve dans une Troisième Guerre mondiale qui, je crois, ne durerait pas longtemps. Est-ce que c'est une guerre qui est, selon toi, qui a été instrumentalisée? Par qui, puis pourquoi? En fait, oui, parce que c'est le plan B. C'est-à-dire que l'objectif des banquiers, je dirais de la plutocratie, tu sais, la petite clique de mondialistes qui dirigent la planète, là. Leur objectif, eux autres, c'est d'avoir un gouvernement mondial qui est métadémocratique, donc qui est à l'abri de toute démocratie, et qui puisse instaurer un communisme austère et qui puisse dominer, dans le fond, les ressources naturelles de tous les pays à volonté et les économies de tous les pays. C'était ça le but. Il était très proche de ça au moment où l'Union soviétique a tombé en 1991. Mais ça s'est dégradé rapidement. Il y a eu beaucoup d'oligarques des deux côtés, tout ça. Il y a eu beaucoup d'exploitation, mais à partir du moment où Poutine est arrivé au pouvoir, ça a commencé à renverser de l'autre côté. Et donc, là, je pense qu'ils commencent à voir qu'ils ne gagneront jamais. Ils ne peuvent pas faire le grand reset qu'ils voulaient faire. C'est qui les acteurs? Les acteurs, c'est, dans le fond, les principaux acteurs, ça a été longtemps les familles bancaires comme les Rockefeller, ils en font encore partie. Là, la famille Rothschild sont encore toutes là-dedans. Mais
tout ce qui est à la direction du FMI, le Fonds monétaire international, la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque mondiale, la Bank of America, Banque des États-Unis, en tout cas. Les consortiums. City of London, c'est oui, Barclays. Bon, toutes les grandes banques internationales qui, au fond, détiennent la création monétaire, OK? C'est eux autres qui décident de l'économie du monde. Tu sais, Nathan Mayer Rothschild l'avait dit en 1815, il dit « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays, puis je me fous de qui fait les lois. » Et tout le problème est là, c'est que quand tu tiens l'économie et la création monétaire d'un pays entre tes mains, c'est toi qui décides, c'est pas le gouvernement. Quels pourraient être, par exemple, Sylvain, les éléments de la Première et Deuxième Guerre mondiale qu'on retrouve dans cette guerre-là? Il y en a-tu? Non. Non? Non. Non, vraiment pas. La Première Guerre mondiale était une guerre pour endetter les peuples. Donc, c'était une guerre strictement économique où, dans le fond, on testait parce qu'on avait commencé à imposer le salaire des gens, OK? Et donc, ces impôts-là servaient à payer la dette nationale. Et grâce à la Première Guerre mondiale, on avait endetté les gens. Et c'est de l'argent qui était dû à des banquiers privés, évidemment. C'est ça l'idée. Donc, c'était vraiment un système d'endettement qui était placé par la Première Guerre mondiale parce que, si on regarde au niveau des foncières, c'est pas passé grand-chose. OK? Il n'y a rien qui a été changé, et voilà. La Deuxième Guerre mondiale, c'était les banquiers américains qui ont voulu prendre le contrôle de la création monétaire mondiale et ils ont voulu installer l'hégémonie américaine à travers la planète, mais surtout remplacer celle de l'Empire colonial britannique. Donc, c'est pour ça qu'on avait financé, au niveau des banques américaines, et banques et industries américaines, on avait financé Hitler et les Japonais pour sortir les Britanniques de toutes les colonies, et les Européens, la France aussi, d'Indochine et tout. Nettoyer tout ça, remplacer ça par des bases militaires américaines, et voilà, les États-Unis se sont ramassés avec l'hégémonie. Et en 1944, à Bretton Woods, là où il y a eu les réformes monétaires, on a officiellement remplacé la livre sterling par le dollar américain comme monnaie d'échange international, monnaie de réserve. Mais tu le vois, là, tu sais. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment un remplacement de régime au niveau des banquiers. OK? C'est le même qu'on peut voir. Et maintenant, c'est une lutte entre ce qu'on pourrait appeler patriotes et mondialistes. Dans le fond, ça peut se résumer à ça. Mais tu ne vois pas là-dedans une lutte qui vient accélérer un nouveau système qui pourrait s'implanter, comme par exemple le Great Reset, où on change la monnaie, où on pourrait revivre ça avec tout ça, parce que présentement, Shanghai est en isolement. Oui. Fait que c'est le plus gros port. Oui. Je disais à Sylvain, à l'autre Sylvain tantôt. Oui. Il y a trop de Sylvain. Il y a trop de Sylvain. C'est un nom populaire dans vos amis. C'est ça. Mais tu sais, on mobilise, on immobilise Shanghai, qui est un des ports importants à travers le monde. L'Ukraine puis la Russie, je t'ai entendu dans une conférence dire que c'est 25 de tout l'approvisionnement en blé à travers la planète. Du monde. Fait qu'on est en train de... Puis là, la guerre continue comme ça. Est-ce que c'est afin de mettre en branle tout le livre The Great Reset de Klaus Schwab? Je comprends. En fait, oui et non. Bon, pour Shanghai, là, faut savoir que c'est la Chine qui provoque ça. Oui. Et pourquoi, en fait, c'est que eux, on a décidé, dans le fond, de priver l'Occident de biens dont l'Occident a besoin. OK? Ouais. Principalement, la Chine, là où elle peut faire mal à l'Occident, c'est avec, entre autres, les micropuces, les semi-conducteurs, puis c'est eux autres qui fabriquent tout ça. Et les terres rares. Donc, tous les métaux rares, ils sortent de Chine. En ce moment, tout est bloqué à Shanghai. Ça veut dire qu'ici, ils vont avoir de la misère à fabriquer des autos, des téléphones, des ordinateurs, des missiles. Aussi, parce qu'ils n'ont plus les chips. Et tout ça est retenu à Shanghai en ce moment. C'est étrange, puis tu parles de missiles. Il y a 2 semaines, Jean-Pierre, qui est notre chroniqueur en matière de politique internationale, nous relatait que maintenant, pour commander quand les États-Unis commandent des missiles Javelin, il y a 32 mois de backorder. Oui, c'est ça. Fait à qui profite la guerre? Ben oui. Ben là, je pense qu'il manque de microchips en ce moment. Je pense qu'il est là le problème. Mais l'affaire, c'est que le Grand Reset, là, ne peut fonctionner que si tout le monde embarque. Parce qu'on parle d'une rationalisation des dettes nationales aussi. Tu ne peux pas rationaliser les dettes de quelques pays si les autres ne le font pas. Ouais. Tu sais, il faut que tu le fasses tout sur un pied d'égalité. Et en ce moment, là, c'est qu'il y a seulement l'Occident avec l'Occident. C'est-à-dire, c'est les mêmes pays que l'OTAN, là, pratiquement. Là. C'est-à-dire, tu as l'Union européenne, là, grosso modo, avec les États-Unis, le Canada, puis tu ajoutes l'Australie.
Puis c'est pas mal ça, le reset qu'on a en ce moment entre les mains, parce que l'Amérique du Sud au complet, l'Afrique au complet et l'Asie presque au complet refusent d'embarquer dans cette affaire-là. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire un grand reset. On peut faire un mini reset, mettons. Je pense que ce qu'ils essayent de faire en ce moment, c'est qu'ils essayent de faire une partie du plan à l'interne, c'est-à-dire démolir l'économie, ils veulent le faire, et instaurer une espèce de communisme à l'intérieur de nos pays. Et y aller avec une identité numérique, une surveillance, des systèmes de surveillance totale là, sur les citoyens. Je pense que ça, ils veulent le faire. Mais vont-ils réussir? Ils vont réussir en partie, mais je pense que comme ils sont en train de perdre la main sur tout le reste, c'est là où ça va avoir son importance. C'est que s'ils perdent la main sur l'économie mondiale, ils se creusent un trou de toute façon. Ouais. Et ils sont en train de se creuser un trou, là, et je pense qu'ils sont juste à court d'options, en fait. Ouais. Et donc, ils font ce qu'ils sont encore capables de faire, mais ce n'est plus du tout le plan original. Là, il ne peut pas être appliqué comme il était supposé être appliqué. Est-ce que la Russie pourrait attaquer un autre pays? Oui, après, moi, je commence à y croire beaucoup. Mais de toute façon, là, on est en train de provoquer, oui, la Moldavie. Là. En Moldavie, en Transnistrie, on est en train de provoquer les choses là-bas, mais la Pologne est très, très, très active parce que c'est à peu près tout l'approvisionnement qui essaie d'entrer en Ukraine passe par la Pologne. Et la Pologne et l'Ukraine, la Pologne et la Russie, c'est-à-dire, ont toujours eu des tensions là, depuis qui remontent avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il ne faut pas oublier la Biélorussie, qui est quand même l'équivalent de l'Ukraine oui. en termes de grosseur de pays, et qui est du côté de la Russie. Et ça se peut, moi, je pense, que si on ne veut pas encore qu'il y ait une attaque frontale russe-OTAN, qu'on ait maintenant Pologne, qui fait partie de l'OTAN, et Biélorussie. Tu vois, c'est qu'on va faire encore, et là, que ça serait probablement la Pologne qui va entrer sur la Biélorussie pour éviter. Sauf que là, on arrive à éventuellement un clash inévitable parce que les Russes vont aller aider les Biélorusses tout de suite. Et parce que les Russes, en ce moment, n'ont pas peur de l'OTAN, eux autres. Et donc, à ce moment-là, ils ne veulent pas une guerre totale, là. Mais si ça prend une guerre totale, je pense qu'il est prêt à aller jusqu'au bout en ce moment. Et si j'ai écouté quelques-uns des derniers speeches de Poutine et il a l'air extrêmement décidé dans ce qu'il veut faire. Ouais. Je pense qu'il va en finir. Puis une dernière parole là, qui était intéressante par rapport à tout ce qui se passe, c'est que pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères de Chine a dit, il était en conférence de presse après un meeting avec Sergei Lavrov, qui est son équivalent russe, et il a dit on est ensemble, unis, jusqu'à la fin contre le New World Order. Wow. De Chine qui l'a dit. Là. Wow. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ça prendrait quoi pour arrêter cette guerre-là, qui est déjà enclenchée? Il faudrait que les banquiers centraux arrêtent. Il faudrait qu'ils acceptent qu'ils ont perdu la mise. Il faudrait qu'ils acceptent qu'ils ne seront jamais payés sur les dettes nationales. Parce que la seule façon de se sortir du marasme économique dans lequel on est en ce moment, la seule façon, c'est de couper notre lien avec les banques privées. Ouais. Il faut absolument, et la couper après la dette, qu'eux autres partent avec la dette et que nous, on puisse faire un vrai reset avec des monnaies nationales, travailler avec une monnaie transnationale, internationale, qui va permettre de réguler les échanges et les imports-exports, mais travailler avec des vraies monnaies nationales et exclure toute banque privée de nos affaires publiques. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas, Sylvain, à propos de cette guerre-là? Qu'est-ce qui reste caché, selon toi? Tout ce que j'ai dit là. Ben non, mais je veux dire... non, mais t'as raison. Parce que toutes les... En fait, mon livre, Guerre et mensonges, dans le fond, c'est exactement ça. C'est que il ne faut pas regarder... on nous parle toujours, là, les documentaires de la Deuxième Guerre mondiale, ils vont toujours nous parler de Hitler, Churchill, Roosevelt et tout ça. C'est des marionnettes, ces gens-là. Hitler inclus, là, ce sont des marionnettes. La seule façon de réellement regarder et comprendre les enjeux et causes des guerres, c'est l'économie. Qui finance qui? C'est quoi le but? Moi, ce que j'apprécie, parce que j'ai regardé une de tes chroniques avec Emma. Oui. Puis ce que j'apprécie, c'est te dis que c'est pas politique, c'est économique, c'est banquier. C'est ça. Puis une fois que tu comprends leur façon de penser, tu peux en fait juxtaposer ou vraiment tout ce qui se passe à la lumière de cette ligne de conduite-là. Ben oui. Puis là, tu deviens vraiment plus encore à l'affût de
Ben, tu as un réel regard sur les événements aussi. Exactement. Parce que moi, j'avais étudié en histoire à l'université en plus de communication cinéma. Puis moi, à 50 ans, je pensais que je connaissais toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Alors que je me suis réveillé sur la désinformation. Ouais. Et un an après mon premier livre, dans le fond, j'ai décidé de reculer puis de dire peut-être que dans l'histoire, on nous a menti aussi. Et j'ai dû réviser de A à Z toutes mes connaissances que je pensais là, tout savoir de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai enfin compris parce qu'il y avait plein de trucs qu'on nous racontait sur la Deuxième Guerre mondiale qui ne faisaient aucun sens puis qui n'avaient aucune explication logique. Et à partir du moment où tu regardes la Deuxième Guerre mondiale avec une loupe économique, ces événements-là font tout leur sens du monde. Et de toute façon, là, la première question à se poser, là, c'est, puis tu vas comprendre tout de suite pourquoi il faut tout remettre en question. L'Allemagne n'a jamais eu de pétrole sur son territoire, jamais. OK? C'est la Standard Oil qui a permis à l'armée allemande d'avancer. Si la Standard Oil, qui était aux États-Unis, avait voulu arrêter la Deuxième Guerre mondiale tout de suite, il y avait juste à ne pas donner de pétrole à l'Allemagne. C'était tout. Et l'armée allemande n'aurait jamais bougé. Donc, qui donnait le pétrole? Standard Oil. Qui avait Standard Oil? David Rockefeller, John D. Rockefeller à l'époque. Et John D. Rockefeller était un des banquiers principaux qui voulait prendre le contrôle du monde et qui l'a pris avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tu sais, je veux dire, c'est simple, là. Il n'y aurait pas eu de Deuxième Guerre mondiale s'il n'y avait pas eu de pétrole, là. Tu sais, je finis avec 2 questions. On va essayer d'y répondre en 30 secondes chaque. Oui. Tu sais, il y a une histoire, Sylvain, alentour du boycott alentour de la Russie. Tu sais, il y a des entreprises qui sont tirées de la Russie. Je viens de les mentionner un petit peu plus tôt. Ces entreprises-là perdent des millions et des millions, puis pour certains, des milliards de dollars. Ouais. À qui profite le boycott? Est-ce que le boycott fait plus mal à ceux qui boycottent ou aux boycottés? Bien, il fait plus mal à ceux qui boycottent. En ce moment, c'est que, comme je dis, ils n'ont pas d'option. Tu sais, ils n'ont tout simplement pas d'option en ce moment. Ça fait qu'ils ont fait ça, mais en même temps, ils veulent détruire leur économie. Ça fait qu'ils veulent détruire l'économie et c'était la meilleure façon parce qu'en se mettant en dos la Russie, tout ça, et là, les énergies russes, il y a des grosses disputes. Puis Poutine lui a dit, vous me payez avec de l'or ou des roubles, sinon vous n'avez plus de pétrole, vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus de charbon. Absolument. Et ça, je veux dire, il les tient dans un étau. C'est fini. Donc, les sanctions n'ont aucun effet. Et pire que ça, on peut le voir de toute façon avec le rouble. Dès qu'ils ont fait les sanctions, bon, il y a eu l'invasion de l'Ukraine là, pour l'opération spéciale russe. Ils sont rentrés, OK, le rouble était assez stable. Dès qu'il y a eu les sanctions, le rouble a chuté et il était à 155 roubles pour $1, OK? Et dès qu'il y a eu les contre-sanctions, c'est-à-dire quand Poutine a décidé de fixer ses nouveaux règlements pour le paiement des énergies russes, le rouble s'est remis à remonter et il est aujourd'hui à un meilleur niveau qu'il était avant le début de la guerre. Là, il était autour de 60 roubles pour $1. En plus, je pense que la Russie a pris la décision de recoucher son économie sur l'or. Sur l'or et les ressources. Et puis, ils ont absolument raison parce que ça, c'est l'autre affaire qu'il faut comprendre. Dernière chose, j'arrête pas, mais... Non, mais c'est correct, c'est super intéressant. Bien, écoute, c'est que depuis 1971, le dollar américain, ça a été d'abord ce qu'on appelait le pétrodollar. Il était basé sur la valeur du pétrole, au fond. Parce qu'on avait laissé tomber l'étalon or en 1971. Nixon avait fait ça. Exactement. Parce que les banquiers étaient dans le chenoute, avaient un peu trop. Bon, donc, il n'y avait pas assez d'or, en fait. Ça fait qu'on laisse tomber l'étalon or, on a fait créer le pétrodollar. Mais plus ça a été, c'est qu'on a créé des dollars sur du vent, en fait. Oui. Parce que, en gros, là, si tu allongeais $1 million, la banque, elle disait, regarde, j'ai $1 million. Mais j'ai $1 million qui le back. Oui, bien ça, c'était dans le temps. Oui. Mais maintenant, il y avait juste $1 million. Bien, OK, tu peux prêter $10 millions. C'était ça l'affaire. Tu avais 10 de la somme qu'il fallait que tu allonges, que tu vas prêter. C'est ça, la création monétaire. C'était le 9 millions de dollars de plus que tu créais, tout ça. Et ça, c'était créé sur quoi? Sur la confiance. C'est-à-dire que, parce qu'il n'y avait rien d'autre, c'était du vent, mais c'était la confiance que ton dollar va être bien géré par les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un pays puissant, puis leur économie va continuer à bien rouler. Ouais. Donc, mais là, ils viennent de briser la confiance, parce qu'ils ont saisi 400 milliards de l'argent russe. OK? Ça veut dire que tu ne peux plus faire confiance au dollar, tu ne peux plus faire confiance
aux États-Unis de garder tes dollars, parce qu'il reste là, les dollars, c'est virtuel. Ouais. Ça fait que tu ne peux plus faire confiance à ce dollar-là. Ça veut dire que le dollar est maintenant une devise qui n'est plus backée sur l'or, plus backée sur les ressources, plus backée sur la confiance. Donc, on se dirige vers une hyperinflation. De toute façon, on peut voir. Oui, il y a une inflation, mais ça va être une éventuelle hyperinflation probablement dès cet automne, d'après moi. Dernière question en terminant. Quelles vont être les conséquences de cette guerre sur l'économie ou sur la France, sur l'Europe puis sur le monde? Pas nécessairement juste l'économie, mais sur... Écoute, à court terme, c'est pas cute. En fait, l'automne, pour vrai, là, c'est terrorisant, moi, je trouve, de la façon que les gouvernements sont en train d'agir parce que en ce moment, on essaye de suivre le plan américain de foutre des sanctions sur la Russie. Sauf que l'Europe dépend des énergies russes. OK, dépend du pétrole. Mais ils ont toute la, excuse le terme, ils ont toute la chienne de boycotter le gaz russe. Oui, le pétrole russe. Mais là, ils veulent le faire et c'est que les banquiers centraux qui sont à la tête de ces pays-là leur disent de le faire. Là, c'est quasiment il y a des gouvernements qui sont assez effrontés pour dire non. Réveillés, oui, c'est ça. C'est ça. Mais d'après moi, ils vont tous finir par virer. Ah oui, mais si ça continuait de la façon qu'on est, là, en ce moment, la Bulgarie, la Pologne ont dit non à des paiements du gaz russe en roubles. On dit non. Et le gaz russe est coupé et il y a des pénuries à l'intérieur de la Bulgarie et de la Pologne en ce moment. C'est pas si pire, on est au printemps. Mais à l'automne, là, c'est ça, l'automne. tu vois-tu? Et évidemment, je ne sais pas si tout le monde le sait, je ne sais pas si tu en as peut-être déjà parlé dans ton émission, mais on est en train de créer des pénuries pour l'automne aussi. Oui. Donc, il n'y aura pas de moisson ou à peu près là, à l'automne, de la façon que c'est parti. Les engrais sont durs à avoir, les semences sont dures à avoir. Les abeilles meurent. Les abeilles meurent. Oui, ça, c'est à cause d'autres choses. Mais oui, les abeilles meurent. Mais on est en train de créer ça de toutes pièces aussi. Donc, on va avoir une hyperinflation pour les produits qui vont rester parce que les produits vont être rares. Donc, tu penses qu'on va vivre une grosse crise économique? Je pense que oui. En fait, on se dirige vers la mer de tous les crashs à cet automne. Oui, bien, je pense que oui. Si rien n'est fait, ça se peut que dans le courant de l'été, les banquiers finissent par dire lâcher prise. On va arrêter. Oui, parce que ça ne donne plus rien de toute façon. Ça se peut. On va attendre de voir, puis parce que rendus où ils sont rendus, je pense qu'il y aurait intérêt à essayer de se négocier une place dans le prochain système plutôt que de s'accrocher à leur système qui ne marche plus. Qui ne marchera jamais en plus, ils savent. Donc, on va voir. Ça va être à suivre. Sylvain, ça a été fort intéressant. Ah oui, c'était un puissant fond d'informations. Oui, donc, c'est ça. Écoute... Quand le micro marche, là, ça va bien. Ben oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci. Ciao. Wow! Que du stock, du bon matériel qui nous fait réfléchir. J'espère que vous avez apprécié.